Bonjour à tous. On va commencer les tables rondes. La première de la journée est consacrée à l'avenir, ou plutôt les avenirs possibles de la dermatologie. Alors, on a choisi l'angle territorial pour cette discussion parce que c'est l'échelle de vie, du parcours de santé du patient, et c'est aussi l'échelle à laquelle se déploie l'action des professionnels de santé. Alors, pour en parler, j'appelle Wafa Chahabi, présidente de l'association Les Enfants de la Lune et membre du bureau de la FFP, le docteur Luc Sulimovic, président du syndicat national des dermatologues vénérologues, il n'est pas là. Bon, pour l'instant. Le professeur Marie Bello-Barry, chef de service au CHU de Bordeaux et qui représente la voix de la Société française de dermatologie. Et en ligne, le docteur Daniel Abold, conseiller santé à l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que vous nous entendez, docteur ? Ce que je vous propose, c'est commencer déjà à parler des constats, des constats, et vous poser la question, pour vous finalement, quel est l'état de la dermatologie aujourd'hui ? Qu'est-ce qui l'explique ? Et quel avenir surtout cela nous laisse entrevoir ? Et peut-être commencer par le point de vue association, Wafa. Alors l'avenir, comme le disait monsieur le sénateur, il n'est pas hyper positif, dans le sens où on sait qu'il y a, on est dans un désert, dans des déserts médicaux, c'est devenu de plus en plus compliqué d'avoir accès aux soins, et concernant toutes les spécialités et toute la médecine générale. Ceci étant dit, donc moi je suis présidente d'une petite association, on a une centaine de cas en France, vraiment répartis sur toute la France. Aujourd'hui, je n'ai pas eu de réelle remontée d'informations sur un problème d'accès aux soins, parce qu'il y a une très bonne prise en charge quand même sur la maladie rare que je soutiens. Mais c'est vrai qu'on se pose quand même des questions sur l'avenir. Nous, sur notre pathologie, c'est une maladie de peau, mais il y a également des développements de cancer interne, et on peut se poser aussi des questions sur cette prise en charge, à quel moment ils vont être pris en charge, est-ce que ça ne va pas être trop tard, etc. Donc... moi, en tant que patiente et en tant que maman de patiente, je suis inquiète. Bonjour à tous, désolé pour mon retard. Oui, on est inquiet parce que le nombre de dermatologues diminue et puis on est une population vieillissante, j'en suis le témoin. Ça fait un moment que je fais de la dermatologie et c'est assez difficile. Mais c'est vrai que l'important aussi, c'est avec ce qu'on a, il faut essayer de s'organiser un peu de manière différente pour la prise en charge et améliorer le parcours de soins des patients. Alors l'amélioration des parcours de soins des patients, elle passe par plusieurs choses, notamment des mises en place conventionnelles. Il y a les CPTS, qui est les communautés professionnelles de territoire de santé, mais il y a aussi les équipes de soins en dermatologie notamment. Et ces équipes de soins, c'est l'organisation du monde libéral avec les différents acteurs de santé et aussi avec les patients, de façon à améliorer les parcours de soins, parce qu'on sait très bien qu'il y a des régions, et la région Île-de-France est la région la plus sous-dense en dermatologue. J'aime pas déserts médicaux, parce que désert, ça rappelle autre chose, et c'est pas tout à fait vrai, c'est des régions sous-denses. Et donc, la mise en place, la première équipe de soins en dermatologie, elle a été mise en place en Île-de-France, et j'ai l'honneur de la présider depuis 2 ans. Et on a essayé d'utiliser des outils qui sont déjà présents, notamment la télédermatologie et la téléexpertise, en travaillant avec les acteurs du territoire. Et ça me semble important, c'est-à-dire qu'on doit effectivement modifier notre pratique. Et la modification de la pratique, c'est recréer du réseau, entre guillemets. On n'aime plus ce mot-là, mais c'est ce qui a été fait il y a quelques années. Et recréer effectivement des liens avec tous les acteurs du territoire et surtout le médecin traitant, qui doit être un passage et un envoi vers le spécialiste, pas seulement en dermatologie, mais dans d'autres spécialités. Alors la dermatologie, alors ça c'est l'université, le nombre d'internes qui doit être formés, il faut qu'il y ait une prise de conscience, mais cette prise de conscience, elle est générale, c'est les politiques depuis toutes ces années, qui n'est pas seulement pour la dermatologie, mais pour l'ensemble des spécialités, l'ensemble de la médecine générale, qui n'a pas pensé qu'il fallait effectivement augmenter le nombre de médecins formés. Il faut une dizaine d'années pour former un dermatologue. Professeur ?
Donc bonjour à tous. Donc je ne peux qu'abonder dans ce que vient de dire les deux premiers participants. Alors je voudrais donner une note positive dans le sens où on a de la chance en dermatologie d'avoir fait des progrès très importants. Et donc notre préoccupation, c'est que ces progrès, que ce soit diagnostic, thérapeutique, l'organisation de centres de référence comme l'a évoqué Wafa, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose, c'est une chance que l'on a. Comme l'a dit monsieur le sénateur, c'est une chance d'avoir aussi des associations de patients aussi nombreuses. Donc on a des choses vraiment tout à fait originales et une chance avec ce qu'on a en France. Alors face à ça, eh bien, il y a le constat. Il y a le constat qu'on n'a pas assez de médecins au sens large, pas assez de dermatologues en particulier, et il nous faut trouver des solutions. On ne va pas les trouver là immédiatement pour faire surgir le nombre de dermatologues suffisant. Il y a un petit frémissement qui arrive. On se bat beaucoup tous ensemble pour augmenter le nombre de dermatologues. On était à 110 là. Il faudrait qu'il y en ait au minimum 125-130 nouveaux dermatologues par an, parce que là, il y a un vieillissement de la population des dermatologues qui est très important. Il faut faciliter la vie de tous les acteurs de santé, que ce soit dermatologues, généralistes, pour pouvoir prendre en charge les patients de manière adéquate. Et c'est vrai qu'il y a une préoccupation aussi des généralistes. Je suis tout à fait d'accord que le généraliste a un rôle clé pour aller vers le dermatologue, et la question des réseaux, des équipes de santé, c'est vraiment crucial. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de généralistes, et il y a certains départements qui sont vraiment en grande difficulté. Donc il faut qu'on réfléchisse à toutes ces actions. Merci beaucoup. Docteur Abold, conseiller santé à l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Oui, bonjour à tous et toutes. Merci. Je vais essayer de compléter l'alignement des planètes au titre de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, mais je crois représenter un certain nombre d'institutions qui veulent améliorer ce parcours, parce qu'on ne peut pas en effet nier le constat d'un déficit quantitatif et d'une difficulté de renouvellement, hein, moins 25% en 20 ans à peu près. On sent l'organisation est faite de sorte que le numerus apertus et d'autres modifications du cycle médical vont nous donner une sortie de tunnel autour de 2030-2032. Mais en attendant, en effet, l'intelligence collective doit améliorer clairement ce qui pour nous n'est pas assez lisible en termes de parcours. Parce que la dermatologie, comme dans d'autres domaines, c'est hyper spécialisé. J'ai toute difficulté en tant que patient d'identifier vers quel médecin je dois me diriger si le premier recours ne m'a pas bien orienté, de façon à pouvoir aller sur la compétence experte qui peut être de l'esthétique, de la vénérologie, de l'allergologie, de la cancérologie évidemment, mais la dermatologie générale en elle-même nécessitera aussi d'être prise en charge avec une certaine lisibilité et probablement aussi avec une compétence accrue des professionnels de santé de premier recours, parce que je trouve toujours dommage qu'une gale, des punaises de lit, puisque c'est l'actualité, ou des mycoses nécessitent de tenter de prendre un rendez-vous à 3 mois pour un dermatologue, alors que le diagnostic peut être fait autrement. Ce besoin, il est d'autant plus important qu'on a un effet ciseau, hein, dû à la fois au vieillissement de la population qui amène un certain nombre de pathologies, notamment cancéreuses, mais aussi les pathologies environnementales, hein, qu'elles soient allergologiques ou là aussi d'exposition solaire, qui font que cet effet ciseau, il faut bien qu'on trouve des moyens pour pouvoir libérer du temps aux compétences expertes dermatologiques et à la prise en charge du tout venant. Alors pour ça, on a plusieurs orientations. On veut y travailler, nous, en Nouvelle-Aquitaine, mais avec les associations et la Société française de dermatologie, de sorte que on évite cet effet entonnoir qui vient encombrer certains dermatologues experts pour pouvoir libérer ce temps. Ça ressort en termes quali et quanti.
Alors évidemment, en quantitatif, le numerus apertus, donc l'ouverture du nombre de médecins, devrait entraîner progressivement un nombre de dermatologues plus important. Néanmoins, l'exercice libéral prédominant dans la spécialité fait qu'il n'y a pas de régulation d'installation en France. Hein. On ne décide pas où les médecins doivent s'installer. Il faut en tenir compte, évidemment. De libérer du temps en permettant aux médecins retraités de continuer à faire, notamment dans les médicobus ou d'autres modes d'installation, des consultations, voire des consultations de prévention. Libérer du temps aux spécialistes au travers d'assistants partagés, d'assistants médicaux, d'infirmières de pratique avancée. Tous ces outils, là, cette boîte à outils qui a été créée depuis quelques années, moi je pense qu'il faut qu'on la mette à profit, tout en augmentant la qualité et la lisibilité de l'offre, au travers notamment aussi de la téléexpertise et des centres de référence. Et puis enfin, moi je crois beaucoup, pour l'avoir utilisé dans d'autres domaines, et notamment la greffe, dans les compétences associatives et de l'éducation thérapeutique du patient, les patients experts, les patients partenaires, ainsi que quelque chose qui va s'imposer à nous, qui est l'intelligence artificielle, qu'elle soit à la fois complément de la téléexpertise par la téléreconnaissance des lésions, qui nécessitent encore de gros progrès, mais aussi par l'intelligence artificielle prédictive et générative à partir de notre parcours de vie, de nos facteurs de risque qui font qu'on a plus de risques ou de chances d'être protégé ou de développer telle ou telle pathologie dermatologique et d'arriver dans ce qu'on évoquait tout à l'heure, le bon réseau pour la bonne prise en charge. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a déjà une première peut-être réaction. Oui, tout à fait. Moi je suis convaincu que l'organisation, elle doit réunir l'ensemble des acteurs de santé, c'est-à-dire à la fois les centres hospitaliers qui peuvent être référents et particuliers dans certaines pathologies, et que le dermatologue libéral, avec l'organisation, et nous avons l'ARS Aquitaine, et ça me semble important que l'ARS Aquitaine, par exemple, développe les équipes de soins. Les équipes de soins spécialisées en dermatologie, c'est conventionnel. C'est actuellement en discussion, puisqu'on a rouvert des discussions de convention pour les financements. Pour l'instant, elles sont assurées par les ARS. Et aller assez vite dans la formation d'équipes de soins, ça permet effectivement de contribuer au passage et au parcours de soins des patients, à la fois vers le dermatologue libéral, qui lui est effectivement qui est expert et qui pourra très bien passer la main au niveau d'un centre hospitalier et diriger vers un centre hospitalier dermatologique spécifique si nécessaire. Mais je ne pense pas qu'il faille... Il faut que l'ensemble de ces équipes, de tous les acteurs de santé, soient dans ce système et contribuent à ce système. Je voulais revenir aussi sur l'installation obligatoire. C'est quelque chose qui ne marchera absolument pas. Vous aurez une fuite des internes à l'extérieur en communauté européenne et qui feront autre chose. Ce n'est pas une obligation d'installation. On voit très bien que ce n'est pas la solution. L'attractivité est une solution. Et puis, il faut prendre en charge aussi la nouvelle notion. Les jeunes, y compris chez les médecins, y compris chez les dermatologues, n'ont pas envie d'exercer comme j'ai exercé, c'est-à-dire 6 jours sur 7. Ils ont envie de se regrouper ensemble, ils ont envie d'un exercice un peu différent. Il faut donc le prévoir, et ce qui n'a pas été prévu, malheureusement, par l'ensemble des politiques de santé, qu'elles soient de gauche, de droite, peu importe. Ce n'est pas ce qui a été prévu, on n'a pas projeté cette façon-là. Et ce n'est pas un problème de sexe, de genre, ce n'est pas un problème de femmes ou hommes. Les hommes ont la même volonté, effectivement, d'avoir un exercice différent. Ça fait partie de l'évolution de la société qui a été accélérée avec la période Covid. Donc je pense à l'organisation extrêmement rapide. On a parlé des assistants. Les assistants, c'est le syndicat qui a mis ça en place il y a quelques années. C'est quelque chose qui est contractuel, qui est passé au niveau professionnel. Et les assistants en dermatologie sont une aide notable pour améliorer les parcours de soins. C'est un changement complètement de paradigme qu'il faut avoir au niveau des cabinets dermatologiques libéraux. Il doit y avoir des salariés qui aident dans la dermatologie. Il doit y avoir un travail qui doit être fait auprès des généralistes pour monter leurs compétences si nécessaire, par exemple dans le dépistage primaire des cancers de la peau. Un travail aussi qui doit être fait dans les dermatoses chroniques inflammatoires pour effectivement faire connaître l'existence d'autres thérapeutiques pour la prise en charge. Tout ça me semble très important. C'est un travail qui commence à se faire et qui doit s'accélérer maintenant. D'accord. Il y a
plusieurs idées finalement qui sont venues dans les propos des uns et des autres. Un aspect quantitatif, la démographie médicale, un aspect qualitatif, comment on utilise ces moyens. Vous parliez de la formation des internes qui n'ont pas envie, du risque de fuite d'internes vers l'extérieur, qui n'ont pas envie de reproduire finalement l'exercice d'avant. Est-ce que la formation vous semble en adéquation avec la réalité de l'exercice? Peut-être professeur d'abord, ou alors docteur si vous préférez. Alors, je peux commencer puisque Luc vient de parler. Je pense que la formation, on est un peu sorti de la formation classique. Il y a quand même de plus en plus de formations qui sont, et on y travaille tous ensemble, qui est axée sur à la fois un exercice hospitalo-universitaires quand ils sont à l'hôpital, mais également en libéral, et on travaille beaucoup là-dessus pour qu'il y ait des terrains de stage et que un jeune dermatologue en formation ait une vision un peu globale des exercices, des nécessités, des relations au sein d'un réseau possible avec le généraliste, tous les acteurs de santé, qu'ils puissent effectivement voir les différentes modalités d'exercice. Je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit à la fois par Daniel Bod et puis par Luc Sumiovic, sur les assistants et sur ces modalités d'exercice qui me paraissent absolument essentielles pour qu'on puisse fonctionner et répondre à la demande, essayer de fluidifier le système tel qu'il est. Le généraliste a un rôle, je l'ai déjà dit, clé, mais on a aussi un rôle, nous, dans la formation du généraliste. Et pour rebondir sur la formation que vous évoquiez, il y a la formation des jeunes dermatologues, mais il y a aussi la formation des généralistes. Les généralistes, maintenant, sont passés à 5 ans de formation. Et on est en train de travailler, par exemple, pour essayer que nous puissions former aussi mieux les généralistes. Avant, les généralistes, ils venaient en dermato. Maintenant, on ne les voit plus. Donc, il faut les faire revenir et les former pour qu'ils aient cette formation premier niveau. Et on est en train de travailler, par exemple, avec des dermatolibéraux aussi pour qu'ils les accueillent dans leur cabinet en tant que maître de stage pour pouvoir les former et qu'ils aient cette première approche, à la fois d'identifier le patient qui doit avoir recours à un dermatologue, mais aussi pouvoir gérer des pathologies dermatologiques et connaître les traitements disponibles. Alors, je suis tout à fait pour qu'il y ait des formations primaires de généralistes, mais il faut faire attention à ne pas développer une sous-classe de dermatologues. C'est-à-dire que ça doit être effectivement primordial. Il ne faut pas que la prise en charge du patient soit mauvaise parce qu'on va développer. On ne forme pas un dermatologue à partir d'un généraliste, sauf si on lui fait refaire ses études, on l'aide effectivement à faire des diagnostics plus précoces dans des choses, dans le dépistage primaire, par exemple, des cancers de la peau, ce que j'appelle le dépistage primaire, dans la connaissance de thérapeutique dans les pathologies inflammatoires. Il n'est pas question de remplacer l'expertise du dermatologue par un généraliste qui aurait fait 1 an de diplôme universitaire ou de formation universitaire. Et ça me semble extrêmement important. Il faut bien veiller à ça. Je voudrais juste préciser ma pensée pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. C'est pas du tout ça. C'est plutôt qu'un généraliste, quelque chose de très bête, sache reconnaître une kératose séborrhéique. Qu'on arrête de nous adresser en urgence des patients avec des kératoses séborrhéiques, alors que des patients qu'on aurait besoin de voir en urgence, on ne les voit pas. Et ça, c'est vraiment des choses importantes. Qu'un généraliste soit pas face à un patient avec un psoriasis ou un vitiligo, en disant de toute façon, il n'y a pas de traitement, c'est pas la peine que je vous envoie chez le dermatologue. Juste des choses comme ça, d'information, formation. De premier niveau. Nous sommes d'accord, mais je vois depuis quelque temps se multiplier des diplômes universitaires en dermatologie, et ça, à viser pour les généralistes, je ne suis pas tout à fait partisan de faire ce genre de choses. On va avoir une médecine comme en Grande-Bretagne, et ce n'est pas tout à fait ça que l'on souhaite. On souhaite une médecine de qualité. Je voulais juste rebondir. C'est vrai que le médecin généraliste, c'est notre premier accès. Moi, par rapport à mon expérience avec ma fille, qui a été diagnostiquée à l'âge de 2 ans et demi de la maladie, on a perdu, entre guillemets, 6 à 8 mois parce que c'était des symptômes qui n'étaient pas forcément inquiétants, des petites taches de rousseur, une peau sèche, et on a mis du temps finalement à me diriger vers un dermatologue. Donc ça me paraît effectivement important de former, alors que ce soit par la formation
universitaires, ou que nous, associations, puissions aussi venir présenter les pathologies pendant le parcours universitaire des futurs médecins, parce que ça nous paraît important. Et alors moi, c'est d'autant plus vrai que ma sœur est médecin généraliste et qu'elle connaît quand même sa nièce et qu'elle n'a jamais identifié la pathologie. On ne lui demande pas d'identifier. Elle aurait dû dire, peut-être il y a quelque chose qui se passe, je vais avoir l'avis d'un expert. Ben, ça s'est fait que quand on m'a envoyé vers un dermatologue. Docteur Abold. Oui, merci. Peut-être pour compléter les propos du professeur Bello-Barry, ce que l'on souhaite faire aussi, c'est justement à partir des maîtres de stage libéraux, d'amener les étudiants en dermatologie à aller dans les territoires où il reste des dermatologues qui ont une grande expertise la plupart du temps pour aller faire leur stage là-bas. Et on sait qu'en ce faisant, chose qui n'était pas l'habitude, ce faisant, les étudiants sont en capacité de réarmer les territoires et de retrouver du plaisir à aller dans ces territoires, puisque l'une des thématiques est quand même comment faire dans les territoires. C'est important qu'on puisse dire aussi que cet aller vers les praticiens des territoires est une démarche nouvelle, là aussi, dans la formation, qui devrait permettre d'avoir un certain nombre de dermatologues qui se réinstallent, entre guillemets, dans nos campagnes. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez... Oui, ça c'est très vrai. C'est-à-dire ce qu'on remarque pour quelques stages qui existent au niveau de la dermatologie, c'est qu'après, quand il y a eu ce contact de l'interne avec un stage en milieu libéral, il aura certainement plus tendance à voir et à vouloir s'installer dans la région. Ça, effectivement, en développant ce système-là, mais bon, ce qu'on peut regretter, c'est quand il y a eu la réforme de l'internat, il n'y a pas eu la réforme des stages. Et là, c'est-à-dire qu'on est resté avec des stages hospitaliers la plupart du temps, pas dans toutes les spécialités. En médecine générale, non, puisqu'il n'y avait pas de service de médecine générale. Et il faut absolument que les stages, mais pas seulement pour ma spécialité, mais pour l'ensemble des spécialités, en ville, en milieu libéral, deviennent obligatoires. Il doit y avoir un passage obligé parce que ce qui est fait en ville n'est pas tout à fait à l'identique du milieu hospitalier. Est-ce qu'il y a une réaction, une question dans la salle? Oui, j'en vois une. Je vais essayer de parler fort. Je suis médecin généraliste, donc ça ne pose aucun problème. Tout ce que j'ai entendu me convient parfaitement. J'y adhère. Alors, je suis responsable d'une CPDS en région Bourgogne-Franche-Comté, dans un département, la Nièvre, où il y a zéro dermatologue. Je suppose que certains d'entre vous le savaient. Et ce que je voulais, et ce qui était très intéressant dans ce que vous avez dit, et c'est pour ça que je me permets de prendre un petit peu la parole, c'est sur les équipes de soins spécialisées. Je reviens là, le week-end dernier, il y a 2-3 jours, on est dans le champ conventionnel, ce que vous avez indiqué, on est en pleine départ des négociations conventionnelles. Et ce que je voulais, c'est attirer tous les gens, et c'est dommage que le sénateur soit parti, mais j'espère que le relais sera fait. Je pense qu'il faut faire très très attention dans ces négociations conventionnelles à ce que les équipes de soins spécialisées, qui sont très performantes, celles de la région parisienne, on parle de dermatologie, ça pourrait être pour d'autres spécialités, celles de nos amis de la région Bretagne, qui sont très en avance dans ce domaine, que nous ayons accès, et Madame Pat, qui va intervenir après, c'est très bien, puisque on travaille avec elle sur la télé-expertise en région Bourgogne-Franche-Comté, on essaie de progresser. Moi qui suis responsable d'une CPDS dans ce territoire dont on parlait, je pense que c'est très important que ces équipes de soins spécialisées, qui nécessitent plusieurs spécialistes de la spécialité, parce qu'on ne fait pas une équipe de soins spécialisée avec 2 dermatologues, si un jour, par miracle, nous puissions avoir 2 dermatologues dans le département, mais si nous pouvons avoir accès dans nos régions et dans nos départements, ou via les CPTS, parce qu'il faut quand même que ça soit structuré, ou d'autres organisations, peu importe, je ne ferai pas pour une chapelle ou pour une autre, mais il faut que nous ayons accès à ces équipes de soins spécialisées hors de leur région d'attache. Parce que si nous n'avons pas accès, vous allez améliorer bien sûr la prise en charge dans les régions où ces équipes existeront, mais il faut nous soutenir dans nos régions. Voilà. Alors, c'est région Nantes, je vous parle des territoires. Une équipe de soins spécialisée en dermatologie, vu le nombre de dermatologues,
elle doit être régionale à mon sens. C'est-à-dire, c'est l'Île-de-France, c'est l'Aquitaine, c'est les 13 régions du territoire. À partir du moment où vous avez une région, effectivement, même dans un département, si vous avez 4 dermatologues, je vais les solliciter, moi, en tant que président du syndicat, pour faire une équipe de soins. Ils vont me dire, j'ai déjà trop de boulot, ça ne m'intéresse pas, je suis désolé, Luc, pas du tout. Maintenant, quand on prend la région, on a suffisamment, effectivement, matière à. La Bretagne est en train de constituer son équipe de soins. Elle est partie de la téléexpertise, comme nous étions aussi partis, nous, en Ile-de-France, de la téléexpertise. Et je pense que notre spécialité, vu le nombre, ce doit être régional. Mais l'idée de la convention actuelle, c'est en fonction, et c'est l'idée, quand on discute avec Marguerite Cazeneuve, qui est en charge plus spécifiquement des équipes de soins, c'est effectivement d'avoir, pour certaines spécialités du département, les cardiologues, ils sont le double de nous, et ça peut être très bien développé dans l'insuffisance cardiaque au niveau départemental. Mais en dermatologie, moi je suis convaincu, et c'est ce que je défends, les équipes de soins, elles doivent être régionales. Et après, on contractualise avec des CPTS. Nous avons 12 ou 13 CPTS en Ile-de-France avec qui nous avons contractualisé pour offrir effectivement une offre de soins à l'ensemble, puisqu'une CPTS, elle est constituée, je ne vais pas vous l'apprendre, des généralistes, mais aussi d'autres spécialistes, mais aussi de paramédicaux, de l'ensemble des acteurs de santé, des pharmaciens. Et donc, on a cette contractualisation avec les CPTS et cette contractualisation aussi, et ce partenariat qui est fait aussi avec les centres hospitaliers. Et tout ça doit fonctionner ensemble. Et puis, en plus, il y a des outils dont on peut s'aider. On a parlé tout à l'heure des bus, et on a en projet, nous, des bus qui peuvent voyager. Et puis, dans votre département, peut-être aussi, ça peut être une solution d'avoir une assistante avec un bus qui voyage, avec de l'appareillage, avec de l'outillage, et travailler avec les maisons de santé pluridisciplinaires ou des maisons de santé qui sont au sein de votre territoire. Une autre question ? Non. Alors, là, on parle de collaboration interprofessionnelle, finalement, interdisciplinaire. Il y a dans les facteurs de réussite, si je comprends, le bon échelon territorial, la bonne focale. Est-ce qu'il y a d'autres sujets, d'autres conditions nécessaires, pour assurer leur réussite Le financement. Le financement. Peut-être, professeur. Oui, bon, alors je peux rebondir sur ce sujet du financement. En tout cas, des incitations et des facilitations financières peuvent aussi être utiles, en particulier pour motiver certains de reconquérir des territoires avec une facilitation. Voilà. Donc, oui, effectivement, ça fait partie des possibilités. Après, on a déjà évoqué les facteurs facilitants interprofessionnels qui peuvent être utiles. Ça, je pense que vraiment, c'est absolument essentiel pour... On n'a pas parlé des infirmières de pratique avancée, mais c'est vrai qu'elles peuvent être aussi... alors, ça va être une aide possible pour faciliter le parcours, dans le parcours. En particulier pour certaines pathologies chroniques, en oncologie aussi. Et ça peut être parfaitement une aide pour le parcours en libéral. C'est un peu fait, pas suffisamment, mais c'est un peu fait à l'hôpital, mais en lien avec les hôpitaux. Mais je pense que c'est très important. Et pour les patients qui habitent loin, c'est vraiment facilitateur. Enfin, nous, je vois, on a quand même beaucoup de patients qui viennent de très loin, et c'est vrai que ça peut être un mode d'action pour les patients qui est quand même très utile. Wafa, une réaction ? Sur les financements, c'est une ère de la guerre, et puis c'est d'autant plus vrai pour nous, les associations. Monsieur le sénateur l'a dit tout à l'heure. Je pense que globalement, les associations commencent à être un peu fatiguées. Déjà fatiguées parce qu'on a de moins en moins de bénévoles. Que c'est compliqué de mobiliser, on a l'impression d'être partout, et effectivement les financements sont compliqués aussi à aller chercher. Donc, et pourtant, comme il l'a très bien dit tout à l'heure, en fait on a un rôle, une mission à jouer auprès des malades qui est hyper important. Et moi, je suis très inquiète aujourd'hui, mais je suis vraiment inquiète sur l'avenir aussi des associations. Effectivement, ce sera... Parler des financements, le syndicalisme, il est sans financement aussi. C'est du bénévolat en plus de son travail. Ça sera un sujet démocratie en santé. Et ce qu'on demande aux associations dans le système de santé, début d'après-midi. On parlait tout à l'heure donc de parcours, du besoin d'une plus grande lisibilité. Vous avez un peu évoqué, Dr Abold, des idées pour
que les autorités accompagnent sur ces questions d'accès aux soins et de lisibilité des parcours. Est-ce que vous voulez développer un peu plus sur ce sujet, ce que l'ARS peut ou a comme projet de faire? Oui, alors je crois qu'en effet, hein, on n'a pas de schéma type territorial qui existe. Il faut tenir compte de l'existant et on a dit tout à l'heure de cette non-régulation qui doit être plutôt incitative et organisationnelle pour que les médecins se sentent bien plutôt qu'imposés. Moi, ce que l'ARS souhaite faire là aujourd'hui, c'est de définir, parce que c'est quand même une grande région, la Nouvelle-Aquitaine, il y a 10 millions et demi d'habitants, et avec des disparités phénoménales hein, d'un département à l'autre. C'est non pas d'appliquer une recette, mais de définir un cahier des charges avec les professionnels de santé, avec les associations, pour identifier les grands axes de progression dans cette nouvelle façon de faire de la médecine dermatologique en France, pour pouvoir répondre aux besoins. Les besoins, ils sont des besoins de dépistage, ils sont des besoins d'expertise, ils sont des besoins de soins spécialisés. Je pense au développement de l'exérèse au cabinet libéral qui peut parfaitement être réalisé dans de très bonnes conditions et avec une efficience record si elle est bien organisée. Les besoins de socle, les besoins socles pour les professionnels de santé, dont les infirmiers, dont les pharmaciens, dont le rôle, vous avez vu, a évolué aussi, mais évidemment les médecins généralistes et finalement les CPTS. Et puis les besoins d'accompagnement par les associations pour que dans chacune, j'en oublie, et pour que dans chacune de ces thématiques, dans ces axes, on puisse déterminer ce qui a le plus de valeur ajoutée à développer rapidement, si c'est la téléexpertise ici, si c'est le réseau, la lisibilité du réseau là, de façon à ce qu'on puisse aller au plus efficace, au plus efficient dans cet espace qui nous sépare de 2030-2032 déjà, pour réorganiser l'offre et la lisibilité de l'offre et éviter l'encombrement que j'évoquais tout à l'heure. Mais ça veut dire que dans chacun de ces domaines, on identifie ce qui est important et quand les choses importantes sont identifiées, je ne doute pas qu'on arrive à trouver le financement de ces choses. J'en veux pour exemple les patients experts en ETP et autres. C'était un long combat pour pouvoir financer finalement la participation de ces patients experts issus d'associations. Mais la plus-value est telle derrière que là-dessus on peut miser, il faut, et on arrive à convaincre lorsque on arrive à formater ça. Les assistants, un certain nombre d'objectifs. Donc l'idée, c'est quand même de travailler collectivement sur une stratégie pour que derrière, on puisse en effet développer les axes un à un, qu'on ait un vrai cahier des charges, une vraie volonté politique de notre côté. On n'a pas tous les outils, loin de là, hein, au niveau des agences régionales de santé. L'assurance maladie doit faire partie aussi de la discussion et on a des liens assez étroits avec eux, mais notamment dans les facteurs de risque, dans les invitations à consulter, dans un certain nombre de choses. J'évoquais l'intelligence artificielle au travers des données de santé. On a quelque chose de très important à développer dessus. Chaque axe ne sera pas développé aussi rapidement l'un que l'autre, mais un certain nombre nécessite de le faire. On voit combien les équipes de soins en dermatologie sont un des outils de la boîte à outils à développer, mais pas seulement. Donc l'idée, c'est quand même non pas de partir bille en tête sur tel ou tel sujet qui apparaît intéressant, c'est d'avoir une stratégie globale, un plan Marshall, si j'ose dire, de la dermatologie pour pouvoir identifier toutes les marges de progression, travailler les unes après les autres dans chaque secteur et trouver des solutions qui nous permettront d'éviter les pertes de chance, de pouvoir traiter le tout venant
de la demande avec une compétence accrue des professionnels de santé de premier recours et pourquoi pas des patients eux-mêmes, hein, avec des applications, avec un certain nombre d'éléments. Et ça, c'est la dermatologie, mais les spécialités de demain qui sont devant nous. Et j'aimerais bien pouvoir, sur notre région, être un petit peu pilote pour aller débrouiller cette thématique. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez peut-être réagir? Moi, je peux dire que je peux remercier Daniel Albert d'avoir cette volonté de débroussailler le terrain et de lancer ce plan Marshall, effectivement, qui doit être un plan Marshall global, c'est-à-dire d'analyser, et je pense on partage pour beaucoup, dans tout ce qui a été dit, l'analyse à la fois des besoins quantitatifs, qualitatifs, déjà en identifiant certaines pistes qui peuvent nous aider à progresser, et ensuite il faut pouvoir l'appliquer dans chaque région, tenant compte de la spécificité de la région, du département, de l'existant, et de le développer de manière adéquate, à la carte, tenant compte des idées globales, et on applique de manière personnalisée. Alors, pour moi, les équipes de soins, j'y reviens, c'est vraiment la réponse à ce qui vient d'être dit tout à l'heure, parce qu'effectivement, dans une équipe de soins, on va aussi s'occuper du territoire, et dans le territoire, pas toujours comme dans cette CPTS, il y a parfois des dermatologues. Les dermatologues, ils ont identifié les problèmes du territoire et vont travailler avec l'équipe de soins. Et la structuration de l'équipe de soins permet effectivement d'identifier et d'avoir des choses du territoire. L'exemple, on a 3 ans d'ancienneté maintenant au niveau de l'Île-de-France, l'équipe de soins. On a 600 généralistes qui font de la téléexpertise avec nous au niveau de l'Île-de-France. On a 20 dermatologues qui ont accepté, on a 110 dermatologues qui participent, qui sont adhérents à l'équipe de soins, et on a à peu près 25 dermatologues qui font la téléexpertise avec ces 600 généralistes. En Bretagne, c'est un petit peu la même chose. Donc, l'axe d'oncologie et d'oncodermatologie est importante, mais il y a d'autres choses qui sont identifiées dans les territoires, les maladies chroniques inflammatoires, etc. Et tout ça, c'est aussi les acteurs de terrain, c'est le dermatologue qui est au plus près, qui peut dire, dans mon territoire, j'ai ce problème-là, je le fais remonter, et je vais avoir des financements. Pour revenir au financement, et là, c'est un peu une bataille que l'on a en ce moment, la première équipe de soins qui a été créée, qui était l'équipe de soins au niveau national, qui était l'équipe de soins de dermato, l'ARS a alloué un budget de 80 000 € pour 18 mois. Pour gérer une équipe de soins, il faut quelqu'un qui soit à la tête, pas une secrétaire, mais un ingénieur en santé, pour organiser effectivement les choses et les réunions. Quand vous regardez un ingénieur en santé, il y a un salaire. Si on vous donne 80 000 € pour 18 mois, c'est un peu juste, hein, vous ne faites pas grand-chose avec. Donc il faut que les budgets soient plus conséquents que ça, et ressemblent un peu aux budgets qui ont été donnés au CPTS. Mais là, je pense que ça freine un petit peu parce qu'on n'a pas envie de donner de tels budgets. Est-ce qu'il y a une réaction, une question dans la salle? Non. Bon. Alors, pour peut-être le dernier point, c'est vous nous avez dit que l'enjeu finalement dans la pathologie qui vous concerne, c'est le début de la protection. On a parlé de collaboration professionnelle. Est-ce que vous partagez ce sentiment qu'il y a des choses qui se font? Est-ce que ça va assez vite à votre goût? Je pense avoir déjà la réponse, mais bon. Voilà, quel est un peu votre sentiment, vous, avec votre point de vue patient? Alors, effectivement, nous, concernant notre pathologie, plutôt l'enfant est diagnostiqué, mieux c'est, puisqu'il faut tout de suite ralentir l'évolution des cancers de la peau. Globalement, ils sont quand même diagnostiqués assez tôt, parce que comme sur les maladies rares, on est quand même plutôt bien organisé avec les centres de référence, les centres de compétences, et c'est vrai que, comme je l'ai dit, il y a très peu de remontées là-dessus, sur des retards en tout cas de prise en charge. Après, moi, ça fait 10 ans que je suis présidente de l'association. Donc, il y a 10 ans, j'étais jeune maman, j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui étaient en train de se mettre en place, les filières de santé. Je me dis, ouais, c'est super, il y a plein de choses qui se mettent en place. Après, effectivement, je trouve que ça va trop lentement. Mais en même temps, je suis une maman d'une enfant malade. Mais il y a des évolutions. Hein. Oui, il y a des évolutions. Puis on le voit aujourd'hui. Enfin, Marie-Claude va en parler tout à l'heure, je pense. Il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des guides, il y a
il y a des choses qui se mettent en place aujourd'hui aussi. Tout ce que vous avez évoqué sont plutôt rassurants. Voilà, après je pense que je reste inquiète et un peu désabusée, mais parce qu'aussi peut-être que je suis juste un peu fatiguée en tant que bénévole depuis 10 ans. Alors, les micros ne marchent pas, merci à la technique. Ouais, là il fonctionne, mais bon, voilà. Oui, je voudrais intervenir parce que je suis assez pragmatique dans les choses et il y a plein d'idées, mais comment les mettons en place aujourd'hui pour que la réflexion, elle réunisse effectivement les partenaires et que d'autre part, il y ait un plan d'action. Parce que quand on parle de plan Marshall, Monsieur Marshall, il a été extrêmement intéressant. C'est qu'il a d'abord pensé son plan, il a trouvé l'argent et il l'a mis en place. Et je pense qu'au niveau de la dermatologie, quand j'entends qu'on est désabusé, moi je ne suis pas désabusé, je dis il faut qu'on avance parce que nous avons une responsabilité en tant que représentants des malades et ils ne sont pas patients les malades. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous êtes en territoire et que vous entendez des personnes qui ne trouvent pas le médecin, le dermato, dont on voit la situation, et vous le signaliez, professeur, se dégrader à des situations qui sont inacceptables pour notre système de santé. Inacceptable. Je pense qu'il est de notre responsabilité, et plus encore celle des ARS, de créer avec le ministère on va dire, les réunions de réflexion. Alors peut-être qu'elles existent, mais je n'ai jamais été invité à ces réunions de réflexion, et que l'on puisse s'asseoir autour de table. Il est fondamental que ce problème se résolve. Il va y avoir des élections dans les prochains mois, paraît-il, dans les prochaines années, et la santé sera au centre des débats. Et il faut que l'on puisse faire des propositions de telle manière à ce qu'on n'ait pas des inflammations, on parle de maladies inflammatoires, et qu'on ait des inflammations autour du problème de la dermatologie, alors que quand j'entends l'ARS, quand j'entends le syndicat, quand j'entends les hospitaliers et les associations de patients, tout le monde est d'accord pour qu'effectivement on réfléchisse et on avance. Et c'est vraiment un appel que je fais aujourd'hui auprès de l'ARS, mais aussi auprès du ministère, parce que je pense que le ministère a à être moteur en la matière, c'est de sa responsabilité avec l'assurance maladie. Alors, je vous passe la parole, monsieur docteur Dabolt. À vous, docteur. Oui, je la prends au bon, évidemment, hein, parce que vous avez bien compris. Alors, d'abord, je viens du terrain, hein, donc cette volonté de faire bouger les choses, je l'ai pressentie assez fortement depuis longtemps. Je vous confirme qu'il n'y a pas de réflexion particulière au niveau du ministère sur ces organisations-là. Ça agit un petit peu quand même en tunnel et en tuyau ces stratégies. C'est la raison pour laquelle sur une grande région, on veut avoir cette ambition de créer les conditions d'une réflexion globale qui nous permettrait de sortir de l'ornière ou de ne pas y rentrer plus profondément à un moment donné. Donc ce travail qu'on se propose sur une région, vous voyez, toutes les ARS ne sont pas présentes, toutes sont assez différentes dans leurs ambitions et leurs priorisations parce qu'elles sont nombreuses et surtout on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre dessus, si ce n'est l'intelligence de faire travailler tout le monde dans le même sens pour proposer ces plans d'action. Et encore une fois, des plans d'action qui sont recevables par l'assurance maladie et par le ministère, par une priorisation objectivée, par des résultats attendus derrière. Donc c'est tout ce travail-là qu'on veut faire pour pouvoir faire bénéficier l'ensemble du territoire national sur une évolution de la prise en charge dermatologique. Il y a de très nombreux freins, à commencer par ceux de nos confrères. Hein. Tout le monde n'en est pas au même stade de réflexion que nous. L'exercice médical est parfois assez individualiste. Et donc, cet esprit de santé publique là, qui nous anime autour de cette table ronde, je souhaite que ce soit celui qui permette aux financeurs que sont l'assurance maladie et le ministère de la Santé notamment, d'appuyer sur les axes qu'on aura bien voulu identifier.
Merci pour votre réflexion. Je pense qu'on ne peut pas dire ça, parce que pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, associations de patients, ou qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dermatologues, libéraux ou hospitaliers? Moi, je suis dans une région, l'Île-de-France, où je vois qu'en fait, la question, c'est la mise en adéquation des différents calques et des différents réseaux, justement. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut que ça marche, le national, il ne peut pas éditer des plans et en fait mettre des cadres rigides dans lesquels on ne va pas se retrouver. Par contre, moi, ce que j'ai constaté quand on avait fait avec la Société française de dermatologie, notamment un recensement des activités de téléexpertise, c'est que la plupart des projets de téléexpertise en dermato étaient portés par des dermatologues libéraux à l'initiative des URPS et des ARS, localement, dans des territoires où ils étaient, entre guillemets, entre un médecin dermatologue qui connaissait ses collègues généralistes. Et en ça, on peut placer beaucoup d'espoir dans la CPTS qui, on va dire depuis 2018, recense l'ensemble des professionnels. 2018, c'est peut-être trop long, mais en vrai, identifie au moins les professionnels qui ont envie de travailler ensemble. Donc moi, je suis beaucoup plus optimiste de ce point de vue-là. De l'autre côté, il y a l'hôpital. La CPTS ne peut pas exister sans l'hôpital, et nous, en bout de chaîne, l'hôpital, on ne peut pas se retrouver à découvrir, entre guillemets, des programmes de soins établis en ville dans lesquels on ne serait pas intégré. Donc nous, on doit aussi, hospitaliers, connaître les interlocuteurs hospitaliers avec lesquels on est. Et je pense que les associations de patients, vous êtes aussi organisés sur une échelle nationale. Vous avez, avec les centres maladies rares, des référents par région, par département. Enfin, il faut trouver le bon niveau de granularité. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut que ça se discute. C'est-à-dire qu'on doit mettre en superposition les calques de besoins et des forces disponibles, vous voyez. Parce qu'on ne peut pas dire, on va envoyer les jeunes dermatologues exercer je ne sais où. Ils ont besoin de formation. Le professeur Bello-Barry a dit, nous, on n'est quand même pas beaucoup d'enseignants. Il faut qu'on soit présent pour aussi les encadrer. On peut ouvrir des stages en dermatologie libérale, mais faut-il encore aussi que nos collègues puissent les encadrer. Et donc peut-être qu'effectivement la télédermatologie ou d'autres moyens numériques pourront favoriser cette communication entre les différents partenaires. Mais clairement, l'échelle, elle est locale. Et elle ne marchera qu'en local. C'est-à-dire que la responsabilité de l'ARS, c'est de favoriser la mise en relation des professionnels libéraux, hospitaliers, enfin, je veux dire, les bonnes volontés et les patients pour justement répondre localement aux besoins de santé. Alors, juste pour compléter, si tu permets, il y a les CPTS, c'est un ensemble de toutes les professionnels de santé. Et la dermatologie, il faut la regrouper au sein d'une équipe de soins parce que là, on a les professionnels qui connaissent les problématiques de terrain et qui va travailler avec les autres acteurs. La CPTS, elle a de multiples fonctions et elle s'oriente vers plein de choses. Elle est capable d'identifier certaines choses. C'est pour ça qu'on a créé des équipes de soins au niveau conventionnel. Et je pense que c'est la réunion de tout cela qui va permettre de fonctionner avec les patients et avec le reste, effectivement, des structurations. Deuxièmement, sur la frilosité des ARS, je te rejoins tout à fait. Sur les fonds FIR, ils sont effectivement à utiliser et les ARS peuvent répondre immédiatement à certaines choses. Les articles 51, c'est la même chose. C'est l'existence des articles 51 avec les expérimentations. Là, on vient de dire qu'il n'y a plus d'argent dans l'article 51. Et la troisième chose, mes collègues libéraux, moi j'avais une grande peur lorsqu'on est passé dans l'acte conventionnel au niveau de la téléexpertise, et tu le sais très bien, payer une téléexpertise, ils sont quand même restés, alors qu'on avait des expérimentations qui étaient un peu plus valorisées, ils sont restés à 20 € de la téléexpertise, à 10 € pour le médecin généraliste. J'avais une grande peur, c'est une fuite, il n'y a pas eu de fuite, mais quand on tarifie à ce niveau-là, c'est quand même pas grand-chose. Alors, excusez-moi, d'abord une réaction du docteur Abold que je vois... Oui. Simplement pour repréciser ma pensée, évidemment que tout ce qui est régional doit l'être fait. Le lien que je faisais avec le national est justement pour répondre à la question financement, parce que si une ARS aussi puissante que l'Île-de-France met que 80 000 € sur la table de son FIR, qui est un fonds d'investissement régional qui est extrêmement contraint. Croyez-moi, chaque année, ils font, et il n'est pas fait pour des domaines pérennes dessus, et donc les marges d'investissement qui existent, on essaye de les utiliser au maximum, mais il n'y a pas beaucoup d'argent, très honnêtement, dessus. Et dès lors que le mot est validé sur le plan national de téléexpertise, d'équipe ou de réseau à l'époque ou autre, là, les sous tombent à un moment donné. Donc c'est plutôt cette remontée que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'évidemment, l'optimisation de la ressource régionale, elle incombe à la fois au collectif soignant et à l'agence régionale de santé. Je n'y ai pas du tout ce niveau de compétence et je ne veux surtout pas d'un plan Marshall
national qui ne soit pas inspiré de ce qui existe sur le terrain en termes de nécessité. Mais le financement ne sera pas régional pour le coup, ou en tout cas pas à long terme. Je vous remercie. Une réaction du professeur Diong. J'entends bien que le financement ne peut pas être régional et qu'il faut des incitations de l'État. Maintenant, l'État a besoin aussi de preuves que ça marche, en fait. Que justement, les expérimentations, l'argent public qui est donné, donne quelque chose. On a quand même un projet en 2011 des territoires santé numérique, 85 millions d'euros, qui ont été mis sur la table pour 5 régions. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression que la télémédecine est développée beaucoup mieux dans les 5 régions en question? Je m'interroge sur cette question-là. Chacun son boulot, on va dire. Je suis désolée, mais vous me dites que l'ARS n'a pas d'argent. L'ARS n'a pas d'argent. Si elle a de l'argent, elle a mis en place effectivement des programmes étapes. Elle a identifié éventuellement des initiatives sur des établissements ou des groupements de soins. Or, le nerf de la guerre, effectivement, c'est la question de l'argent, comme le soulignent les associations de patients, comme nous, on le souligne aussi. Or, cet argent, c'est la coordination. Les centres maladies rares, ça a marché parce qu'en fait, on a mis un moment de l'argent sur la table pour coordonner les gens et on a demandé... on a labellisé des centres de référence, on a créé des postes aussi, et c'est pas l'ARS, j'entends, mais l'ARS, sur une échelle locale, entre guillemets, met de l'argent aussi sur la coordination. Elle peut ensuite saisir les caisses primaires d'assurance maladie en local aussi, pour justement, puisque les CPTS sont financés par la caisse primaire d'assurance maladie, je dirais vers une articulation des budgets. Nous, ce qu'on constate, c'est que quand même, que ce soit l'équipe de soins spécialisés ou tous les programmes de télédermatologie, qui soient libéraux ou hospitaliers, ce que pointe M. Sulimovic, c'est le sujet de la coordination des soins. Je veux dire, le chargé de projet, c'est la coordination. Donc, est-ce que vous voulez ou pas vous donner les moyens, à un moment donné, sur des appels à projets d'innovation organisationnelle, d'entendre que les dermatologues, comme d'autres professionnels, sont prêts à se coordonner et financer cette coordination. Parce qu'en vrai, on pourra faire ce qu'on veut, mais si on ne se coordonne pas pour former les étudiants, pour former les professionnels dermatologues ou non dermatologues, ça ne marchera pas. Voilà, on ne peut pas... et cet argent-là, il ne suffit pas d'énormes sommes. Il suffit de simplement dire aussi que la télémédecine, ce n'est pas simplement faire des avis et des actes, mais c'est coordonner des parcours de soins, et ça a une valeur, Et si vous le faites en local, si on arrive à démontrer qu'effectivement ça prend un temps en local, alors oui, le national dégagera, vous inquiétez pas, les budgets nécessaires pour pouvoir financer la coordination, qui est quand même, du point de vue des syndicats de médecine, un sujet qui est en plus repointé de plus en plus, parce que justement, on se rend bien compte que le financement à l'acte a des limites, y compris en libéral. On est tout à fait d'accord. Merci. Est-ce qu'il nous reste 5 petites minutes? Est-ce que déjà vous... Juste pour ajouter, je partage complètement l'avis de Tuan, c'est-à-dire que quand on fait une telle expertise, c'est pas par exemple comme en ophtalmo, c'est une interprétation d'un cliché. On fait une telle expertise, on a une suspicion de mélanome, on va assurer le parcours de soins, on va l'orienter et on va aller effectivement s'en occuper. Cette partie-là, elle n'est pas prévue de financement dans la téléexpertise. Et ce n'est pas normal parce qu'il y a une responsabilité médicale qui est depuis le point de départ. Et cette responsabilité médicale, elle n'est pas prise en compte. Donc il y a la valorisation. Après, il faut que les politiques, et là je vais faire un peu de politique, il faut que les politiques aient un certain courage dans une politique de santé. C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage de dire aux Français, vous voulez une médecine de qualité, vous voulez quelque chose de qualité, eh bien on va mettre les budgets en conséquence, mais le budget qui va aller à cet endroit de la santé, il n'ira pas ailleurs. Mais ça, il faut avoir du courage pour le dire. Une dernière réaction ou bien c'était une discussion très riche et qui faisait une transition absolument naturelle vers la deuxième table ronde sur la télémédecine. Merci beaucoup.